Ce geste, en apparence simple, est tout sauf banal. Il ne s'agit pas là d'une simple transaction commerciale, mais d'un séisme silencieux, un ébranlement qui court sous la surface de la géopolitique mondiale. L'Afrique proclame, d'une voix claire, « Nous pouvons nourrir notre peuple sans l'Occident ». C'est la déclaration d'indépendance alimentaire la plus fracassante depuis les grandes décolonisations du XXe siècle. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas que de blé. Ce refus est une remise en question de tout un système, la volonté de briser un cycle qui, depuis des générations, confisque la souveraineté de tout un continent. L'Afrique ose enfin poser la question qui fâche. Qui décide de notre fin, de notre dignité, de notre avenir? Qui, au fond, détient la clé de nos greniers? En quelques heures, la stupéfaction s'étend des couloirs feutrés des grandes capitales occidentales aux salles de marché où s'agitent traders et analystes. Les marchés financiers s'affolent, le prix du blé bondit. À New York, à Londres, à Paris, les experts sonnent l'alarme. Comment ces pays, qualifiés de maillons faibles de l'économie mondiale, osent-ils défier l'ordre établi depuis si longtemps? Les télévisions défilent les images de champs dorés africains, des visages de jeunes agriculteurs et posent la question: l'Afrique serait-elle à l'aube d'une révolution? Et si, pour une fois, l'Afrique était celle qui bouleversait l'ordre du monde, non pas en brandissant des armes, mais en prononçant un simple et puissant non? Imaginez la scène. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali. 3 nations du Sahel, debout, unies, tournent résolument le dos au blé venu d'Amérique. Un mot, un refus, et le fragile équilibre de la planète commence à chanceler. Les chaînes de la dépendance, forgées au fil des siècles, se fissurent là où personne n'osait espérer que l'audace, la vraie, puisse triompher. La tension est à son comble, mais l'espoir grandit. Peut-être sommes-nous, à cet instant précis, témoins du début d'un tournant qui, dans 100 ans, inspirera encore des générations entières. Mais comment l'Afrique en est-elle arrivée à ce point de rupture? Pour comprendre la portée de ce refus, il faut revenir en arrière, remonter le fil de l'histoire, explorer les racines profondes de la dépendance alimentaire du continent. Le défi est gigantesque. Si cette révolution échoue, le spectre de la faim, de la misère, de nouvelles sanctions et de l'humiliation collective menace. Mais si elle réussit, alors c'est la promesse d'une renaissance. Une Afrique libre, debout, qui reprend possession de ses terres, de ses récoltes, de son destin. Le pari est risqué, le prix à payer pourrait être lourd, mais l'enjeu est à la hauteur de l'histoire. Autrefois, l'Afrique était un jardin d'abondance. Du delta du Nil aux plaines du Niger, du bassin du Congo aux savanes du Kenya, des millions d'Africains vivaient de leurs ressources, connaissaient leur terroir, cultivaient le mil, le sorgho, l'igname, le fonio, le manioc. Ces cultures, choisies et adaptées au fil des millénaires, formaient le socle de l'alimentation africaine. Les sociétés maîtrisaient l'art de nourrir leur peuple dans des environnements souvent rudes, où chaque graine, chaque goutte d'eau comptait. Mais au XIXe siècle, tout bascule. La colonisation impose de nouveaux ordres. Les terres les plus fertiles sont confisquées, les cultures vivières sacrifiées au profit de plantations d'exportation, café, coton, arachide, cacao. Les paysans, arrachés à leurs terres ancestrales, sont contraints de nourrir des marchés lointains alors que leurs propres enfants souffrent parfois de la faim. Ce bouleversement ne s'arrête pas à l'indépendance. Dans les années 60 et 70, alors que les drapeaux africains montent sur les mâts, une nouvelle forme de dépendance s'installe, l'aide alimentaire. Sous couvert de générosité, l'Occident inonde l'Afrique de blé, de maïs, de riz, à prix cassés, subventionnés par les grandes puissances. Ces cargaisons, présentées comme des cadeaux, sont en réalité des chaînes invisibles. Pour chaque sac de blé, une promesse de secours, mais aussi une dette morale, économique, politique. Prenons l'exemple du Ghana dans les années 80. Ce pays, autrefois autosuffisant en riz et en maïs, voit ses marchés locaux submergés par les céréales américaines bon marché. Résultat, les producteurs locaux ne peuvent plus rivaliser, les terres sont laissées en friche, les savoir-faire agricoles se perdent. En une génération, la dépendance s'installe. Mais cette rupture ne s'est pas faite sans tension ni menace. Refuser le blé occidental, c'est affronter des intérêts colossaux. C'est réveiller des peurs enfouies depuis des décennies. Ce n'est ni un hasard, ni une fatalité. C'est une stratégie mûrement réfléchie.
car contrôler la nourriture, c'est contrôler les peuples. Qui tient la clé de grenier impose ses lois. Qui nourrit décide du rythme des saisons, de la paix ou de la guerre. En acceptant l'aide alimentaire, l'Afrique cède peu à peu ses décisions politiques, son économie et même la maîtrise de son temps. Regardons l'histoire plus largement. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis lancent le plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Mais ils utilisent aussi leur surplus agricole pour asseoir leur influence sur le monde. L'Afrique devient, à son insu, un terrain d'expérimentation de cette diplomatie du blé. Les cargaisons américaines, européennes, arrivent dans les ports d'Abidjan, de Dakar, de Lagos, transformant la structure même de l'alimentation africaine. Oublier ce passé, c'est risquer de rester piégé dans un système qui appauvrit l'Afrique au profit de l'Occident. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand le Burkina Faso, le Niger, le Mali rejettent le blé américain, ce n'est pas un simple geste symbolique, c'est un acte de résistance, un cri pour reconquérir la terre, la table et l'avenir du continent. Un acte de rupture secoue le continent. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali osent l'impensable. Ensemble, ces trois pays annoncent qu'ils refusent désormais le blé subventionné venu d'Occident. Ce choix brise, d'un seul coup, le cycle de dépendance alimentaire qui pesait sur leur peuple depuis tant d'années. Ce geste n'est pas que commercial. C'est un cri d'indépendance, un défi lancé au monde entier. Les dirigeants de ces pays s'inspirent des grands résistants africains. Thomas Sankara, qui déjà dans les années 80 prônait l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Kwame Nkrumah, père du panafricanisme au Ghana, Patrice Lumumba, qui rêvait d'un Congo libre. Aujourd'hui, ils affirment « le temps de la soumission est révolu ». Les marchés agricoles tremblent. La bourse du blé s'agite, les spéculateurs s'affolent. Le refus du Burkina Faso, du Niger et du Mali bouleverse un ordre établi, fragilise la suprématie des grands exportateurs et attire l'attention d'autres États africains. La réaction occidentale ne se fait pas attendre. C'est le choc, la colère, les menaces à peine voilées. Les médias occidentaux parlent de famine, de catastrophe, de folie. Les politiciens agitent le spectre de sanctions économiques et diplomatiques. Les experts, sur les plateaux télé, multiplient les avertissements. Ces pays vont droit dans le mur, le peuple va souffrir. Mais derrière ce vacarme, une autre vérité émerge. La volonté d'un peuple prêt à tout risquer pour décider de son destin. La souveraineté alimentaire devient un combat politique. Ce n'est plus seulement une affaire de champ ou de grenier. À Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, la jeunesse, les paysans, les intellectuels célèbrent ce moment. Nourrir son peuple, c'est tenir sa liberté. Refuser l'aide, c'est affirmer « notre dignité n'a pas de prix ». Mais ce pari est risqué. Les trois pays s'exposent à des sanctions, à une pression internationale croissante, à des tentatives de déstabilisation. L'isolement menace, les conséquences peuvent être lourdes à court terme. Pourtant, la décision est irrévocable, il n'y aura pas de retour en arrière. Déjà, cette rupture inspire. À Dakar, Abidjan, Yaoundé, on murmure que le Sahel ouvre la voie d'une révolution tranquille. L'idée germe, la véritable indépendance commence dans l'assiette, dans le contenu du bol de chaque enfant africain. Mais refuser le blé occidental n'est qu'un premier pas. Pour survivre, il va falloir réinventer toute la chaîne alimentaire, affronter la menace de la faim et surmonter des décennies de dépendance. L'effet domino. Et si toute l'Afrique reprenait son alimentation en main? Imaginez quelques instants. De Dakar à Addis Abeba, des coopératives éclorent, animées par une priorité nouvelle, nourrir leur peuple avant de remplir les cargos étrangers. Au Burkina Faso, au Niger, au Mali et bientôt ailleurs, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Prenons l'exemple du fonio, une céréale ancienne du Sahel. Longtemps considérée comme nourriture de pauvres, elle fait son retour sur les tables africaines, mais aussi dans les restaurants branchés de New York ou Paris. Son cycle de production court, sa résistance à la sécheresse en font une alliée précieuse face au changement climatique. Les cultures indigènes, autrefois méprisées, reviennent en force. Mil, sorgho, igname, fonio, manioc. Ces trésors, adaptés au climat local, deviennent le socle d'une sécurité alimentaire retrouvée. Les marchés débordent de produits locaux, les recettes ancestrales redeviennent populaires, et la jeunesse redécouvre la fierté de son héritage agricole. Mais la révolution ne s'arrête pas là.
Les gouvernements investissent massivement dans la formation de jeunes agriculteurs, développent des systèmes d'irrigation modernes et misent sur des technologies innovantes. Des écoles rurales se transforment en laboratoires où se marient savoirs ancestraux et outils du XXIe siècle. Au Sénégal, des universités agricoles mettent au point de nouvelles variétés de mil et de sorgho adaptées aux sols appauvris. Le mouvement s'accélère. Au Ghana, en Éthiopie, en Tanzanie, l'élan du Sahel fait des émules. Ces pays investissent dans leur autonomie, tissent des ponts entre villages, villes et campagnes. Les frontières coloniales s'estompent. Une solidarité nouvelle émerge. Pendant ce temps, les géants occidentaux de l'agrobusiness vacillent. Leur ère touche à sa fin. Fini le blé subventionné qui inonde les marchés africains, ruine les producteurs locaux et assoit la dépendance. Les profits s'évanouissent, les contrats tombent, et la puissance bâtie sur la faiblesse de l'Afrique s'effondre. À Chicago, à Paris, l'inquiétude grandit. Et si l'Afrique ouvrait une nouvelle voie? Des exemples concrets fleurissent. En Éthiopie, le programme Productive Safety Net a permis à des millions de familles de retrouver une activité agricole stable, réduisant la dépendance aux importations. Au Rwanda, une politique volontariste a relancé la culture du manioc et du haricot, assurant la sécurité alimentaire de nombreuses communautés. Face à cette transformation, les médias occidentaux crient au chaos, prédisent famine et pénurie. Mais sur le terrain, c'est une renaissance. Les greniers se remplissent, les marchés s'animent, un souffle d'espoir traverse les villages et les villes. Les Africains reprennent la plume de leur histoire, loin des récits imposés par l'étranger. Mais cette transformation n'est pas sans résistance. Dans l'ombre, des forces contraires s'organisent, prêtes à tout pour préserver leur pouvoir. De puissants lobbies internationaux, des intermédiaires locaux, des intérêts privés s'opposent à la renaissance agricole. Pourtant, le risque n'a pas disparu. Si l'expérience échoue, ce sera une tragédie humanitaire, et pour beaucoup, la preuve que l'Afrique ne peut réussir sans l'Occident. Mais si elle réussit, alors naîtra un modèle politique et économique inédit, capable d'inspirer le reste de la planète. Ce combat n'appartient pas qu'au gouvernement. Chaque village, chaque citoyen détient une part de la souveraineté alimentaire africaine. Reprendre le contrôle signifie retrouver la fierté du travail de la terre, la valeur du geste ancestral du semeur. Nos ancêtres ont bâti des royaumes sur la richesse de leurs récoltes. L'empire du Mali, au XIVe siècle, rayonnait grâce à ses greniers pleins et ses marchés animés. Aujourd'hui encore, la dignité naît dans les champs, dans le partage du pain quotidien. Cette révolution alimentaire commence par l'éducation. Il est urgent de sensibiliser la jeunesse, dans chaque école, chaque maison, à l'importance de l'autonomie alimentaire. Nourrir sa famille, son village, sa nation, voilà le socle de la liberté. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais de marier les savoirs anciens et l'innovation. L'Afrique peut s'appuyer sur des techniques traditionnelles robustes, la rotation des cultures, les haies vives, la gestion communautaire de l'eau, tout en adoptant les outils du XXIe siècle, drones agricoles, semences améliorées, irrigation de précision. L'autosuffisance n'est pas un rêve lointain, c'est une exigence vitale, une question de survie. À chaque saison des pluies, à chaque moisson, nous bâtissons une Afrique résiliente, capable de résister aux crises imposées de l'extérieur, fière de sa souveraineté retrouvée. Développer des filières locales, du semis jusqu'à la table, ouvre la voie vers l'autonomie. Prenons l'exemple du Bénin, où les coopératives de femmes transforment le manioc en gari, créant de la valeur ajoutée, de l'emploi local et réduisant les importations. Quand chaque région transforme, stocke et consomme ses propres produits, la richesse reste sur place, l'emploi se développe, la dépendance s'efface peu à peu. L'histoire retiendra ce tournant. Et vous, quelle place choisirez-vous d'occuper? Ne pas agir maintenant, c'est condamner nos enfants à subir les mêmes crises, les mêmes dépendances. La souveraineté alimentaire ne se reçoit pas, elle s'arrache, pas à pas, par chaque acte, chaque choix. Mais ce choix de rupture n'est pas sans conséquences. Un bras de fer s'engage, et la pression extérieure redouble déjà. Les institutions internationales, les bailleurs de fonds, les compagnies privées multiplient les mises en garde, tentent de freiner la transition. Mais la détermination grandit. Refuser l'aide sous condition, ce n'est pas nier la solidarité, c'est refuser les chaînes. Dire non aux cadeaux qui affaiblissent, c'est avancer vers la liberté collective.
L'exemple du Brésil, qui a su, dans les années 2000, lancer le programme Faim Zéro et sortir des millions de personnes de la pauvreté par la production locale, montre que le changement est possible. Aujourd'hui, chaque geste façonne l'avenir. Le refus du blé américain par le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'est pas un simple symbole. C'est un acte fondateur, le cri d'une Afrique qui relève la tête et revendique sa dignité. Mais la route vers la souveraineté n'est pas pavée de certitudes. La souveraineté ne s'improvise pas. Elle ne se reçoit pas en cadeau, elle s'arrache avec patience et courage, jour après jour, parcelle après parcelle, dans les marchés, dans les foyers, dans l'esprit de chacun. Bâtir un continent autonome exige l'effort de tous. Il serait tentant de croire la victoire acquise. Pourtant, l'histoire africaine regorge de révolutions étouffées par la division, la complaisance ou l'oubli. Refuser la dépendance n'est qu'une première marche. Il reste à semer, transformer, conserver, partager. Renoncer à agir, c'est trahir l'idéal de liberté. C'est laisser d'autres écrire notre destin. Condamner nos enfants à porter le fardeau de l'aide, des dettes et des promesses brisées. La victoire, la vraie, sera celle de tout un peuple, ou ne sera pas. À chaque génération ses batailles. Celle-ci est la nôtre. Ne soyons pas de simples spectateurs, engageons-nous à transmettre à nos enfants une Afrique libre, fertile, debout. Où que nous soyons, nous sommes porteurs de cette renaissance. Soutenir nos agriculteurs, exiger des politiques justes, combattre la corruption, transmettre la fierté d'être africain, voilà nos armes. La souveraineté alimentaire n'est pas un mot d'ordre, c'est un devoir, une discipline, une lutte, mais aussi une promesse. Le monde regarde. Certains admirent, d'autres s'inquiètent. Ceux qui profitaient de la dépendance tenteront de semer la division, la peur, le doute. Restons unis et vigilants, car c'est notre unique rempart. Le choix est devant nous. Quelle histoire voulons-nous écrire? Celle de la résignation ou celle du réveil africain? La réponse s'ancre dans nos gestes quotidiens, dans notre solidarité, dans notre refus de plier. Si ce soir marque la fin d'un cycle de dépendance, alors que demain soit le premier jour d'une histoire écrite par nous, pour nous, et dont la fierté, la liberté et l'abondance seront le fil conducteur.